Bonjour, mon nom c'est André Sénécal, je suis artisan bijoutier à partir d'écailles d'esturgeon, d'ivoire d'esturgeon. Je demeure à Cap-Saint-Ignace, près de Montmagny. Moi, je viens de Montréal, OK. mais je me trouve être resté en Gaspésie. C'est là, en Gaspésie, que j'ai trouvé des écailles d'esturgeon. C'était des pêcheurs à grosse roche, près de ma table. C'était des pêcheurs de morue qui prenaient l'esturgeon, puis qui jetaient la peau à l'eau. Puis après ça, ben, moi, j'ai trouvé des écailles d'esturgeon comme ça, là, telles quelles, qui avaient été nettoyées naturellement là, sur le bord de l'eau. Fait que là, à partir, c'est comme quand j'ai trouvé ça, ben là, à partir de la source, là, j'ai développé des techniques de nettoyage. Puis là, j'ai développé mon entreprise comme ça. J'ai vu les pêcheurs qui ont jeté les peaux d'esturgeon à la mer. Fait que là, à ce moment-là, ben là, j'ai fait le lien. Puis là, quand j'ai commencé, moi, je bouillais des peaux d'esturgeon qui avaient été jetées à l'eau comme ça, puis qui étaient séchées. Puis là, j'ai commencé à bouillir ça dans l'eau, puis à développer une technique là, pour récupérer. Tantôt, je vais te montrer justement une grande peau d'esturgeon pour récupérer les écailles. Là. Après le moratoire qu'il y a eu sur la morue, fait que là, les pêcheurs de morue ont arrêté de pêcher l'esturgeon. Donc, je ne pouvais pas avoir d'esturgeon là-bas. Fait que là, j'ai déménagé près de Montmagny, Cap-Saint-Ignace. À Montmagny, il y a des pêcheurs d'esturgeon qui sont là, qui pêche traditionnelle. Ah ouais. Ça fait que c'est deux autres que j'ai récupéré les peaux d'esturgeon. Ça, c'est mon pêcheur d'esturgeon. Lui a pêché ça en 1900, quoi, en 1900, c'est pas marqué, mais autour de 1980, 85. Ça, c'en est un esturgeon. Il mesurait 10 pieds. Puis tu vois, c'est marqué ici, vois-tu, 10 pieds, 2 pouces, 200 ans, 420 livres. Puis, t'es pêché près de l'île aux Grues. Ah, ben 1980, tu vois. Ils sont à Montmagny, les pêcheurs. Parce qu'il n'y a pas de quai ici à Cap-Saint-Ignace, pour dire. Fait que les pêcheurs principaux, les Lachance, c'est la famille Lachance de Montmagny. C'est une famille qui est restée sur l'île Canot. Ils ont toute une tradition. Là. Puis ça, c'est des pêcheurs de père en fils. Mais là, c'est les Donald Lachance, il y a autour de 45, peut-être, 42, 45. Raymond, c'est à peu près pareil, là, à peu près le même âge. Ils pêchent encore selon la méthode traditionnelle. Ouais, traditionnelle, c'est-à-dire que, ben, avec des filets, là, puis des petits bateaux. Ils vendent des l'esturgeon. Ah ouais. Ouais, ouais. L'esturgeon fumé, il n'en pêche pas beaucoup en tout, là. Parce qu'il y a la pêche de l'esturgeon, il y a un pêcheur qui s'ouvre à l'île aux Coudes. Mais lui, il a loué sa pêche à un pêcheur de Montmagny. Mais en tout, là, à partir de Montmagny, à Montmagny, il y a Berthier, il y en a à Kamouraska, Saint-Henri-de-Kamouraska, ou Kamouraska. Puis il y en a un peu plus loin à Trois-Pistoles. Mais là, après ça, il n'y a plus de pêcheurs d'esturgeon. Fait qu'en tout, il y a à peu près une dizaine de pêcheurs d'esturgeon en tout, au Québec. Là. En tout cas, la pêche, je pense qu'en principe, ça dépasse plus. La Côte-du-Sud arrête à Rivière-du-Loup, je pense. Ah, OK. Le Trois-Pistoles, c'est plus à Côte-du-Sud. OK. Mais l'esturgeon est encore là, pareil. Ah, OK. Puis l'esturgeon, les pêcheurs de Gaspésie le prenaient près de Matane, l'esturgeon. Ici, à Montmagny, c'est une pêche traditionnelle qui se fait depuis longtemps.
C'est le 2 tiers, ou peut-être plus, de la pêche mondiale de l'esturgeon. Et ça, c'est l'esturgeon noir qui est comme ça. Parce que l'esturgeon, qui a différentes sortes d'esturgeons, il y en a peut-être une dizaine, là, mais il y a l'esturgeon blanc, l'esturgeon jaune. Les autres, ils n'ont pas d'écailles dessus. C'est l'esturgeon noir qui, lui, se trouve être à l'eau salée. Il y a beaucoup d'écailles comme ça. L'esturgeon, lui, c'est comme le saumon, c'est un poisson migrateur. Il se promène, il passait dans les filets à morue. Puis là, vu qu'il n'y avait plus beaucoup de morue, les pêcheurs se sont mis à prendre l'esturgeon. Et ça, c'est la peau, je te parlais tantôt, Patrick. Là. Ça, c'est le poisson, normalement. Là, si tu mets la tête ici, ça donne à peu près 5 pieds. Là. Ça fait que ça, c'est les écailles. Puis celle qu'on voit par-dessus, la dorsale, c'est comme ça ici. Puis c'est un à côté de l'autre comme ça. Puis quand ça bouge, ça peut pivoter comme ça. OK. Ça faut. Là, elle, évidemment, c'est été tanné. Là. Elle est plutôt séchée seulement. Là. Ça, moi, c'est habituellement, ça, c'est une peau que je reçois. Ça. Mais quand je l'ai crue, qu'elle est fraîche, là, j'en prends une quarantaine comme ça, puis là, je mets ça dans un bassin que je fais bouillir pendant 2-3 heures. OK. Puis là, après, c'est nettoyé à cause des pores qu'il y a dans la peau, comme ça. Là. Les petits trous qu'il y a, là, c'est nettoyé avec une pression. Là. De l'eau en pression fusée à eau. C'est un poisson qui est vieux de 250 millions d'années. En fin de compte, mais s'il n'a pas changé, c'est comme le requin, parce que c'est un poisson qui n'a pas d'ennemi, en fin de compte, à part de l'homme. Parce qu'il n'est pas mangeable. En fin de compte, il y a tellement de carapace solide. C'est un poisson de fond. Ici, on voit la bouche, il est ici en dessous. Ça, c'est juste un museau. Là. Il n'y a pas de la bouche, c'est juste en dessous. Ça. Puis, c'est un poisson qui se tient dans le fond de l'eau. Puis, en fin de compte, qui est protégé comme ça. Là. Puis, plus ils sont petits, plus les pics sont pointus, ici, en haut. C'est un poisson qui est bien vite aussi, qui est bien rapide. Il a de l'air bizarre de même, là, mais c'est lui il est plus rapide pantoute, là. Mais le poisson, il sent jusqu'à. J'ai des photos en arrière, il sent jusqu'à 10 pieds, 12 pieds. Ah ouais. Okay. Mais là, les pêcheurs d'esturgeon, eux autres, leurs quotas de pêche, ils ont des quotas de pêche. Mais ils ont aussi des. Ils peuvent pas. Quand le poisson est rendu à 6 pieds, il faut qu'ils le remettent à l'eau. Parce que l'esturgeon devient géniteur à l'âge de 21 ans. Puis là, il se trouve à avoir 6 pieds. Fait que les pêcheurs à bord du bateau, ils ont une règle. Puis que là, ils mesurent à partir de l'ouïe, ici, en arrière de l'ouïe, jusqu'à en arrière de la dorsale, ici, en arrière. Là. Ou en avant ou en arrière. Puis si ça dépasse ça d'un 8e ou un quart de pouce, il faut qu'il le rejette à l'eau. Ah, ouais. Parce qu'il devient géniteur. C'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 200 ans. 200 facilement. Hein? Ça, ici, c'est mon atelier, en gros. Ça, c'est des écailles. J'en ai des paquets, des boîtes puis des boîtes. Ça, ici, c'est ici que je travaille. Je ne sais pas si je pourrais te montrer. Ma mère, elle avait un dramel comme ça, dans le sous-sol chez elle. Puis, je travaillais avec une pédale en dessous. Là. Mais, puis là, justement, j'avais un oiseau comme ça. Ça, ce morceau-là, ici, il est sur la peau, là, on l'a vu tantôt. Et que là, on voit facilement l'oiseau qui est dedans. Ça fait que ici, tu peux commencer à t'en travailler un ici. La poussière s'en va par là. Ah, sinon, ça ne serait pas endurable. Fait que là, je prends mon oiseau comme ça. Puis là, avec ça, j'ai réussi à... Là, ici. C'est comme ça que j'ai réussi à... Puis là, mon morceau est en train de partir encore. Mais c'est comme ça que je découpe, tu vois. Il y a différentes brosses, il y a différents papiers sablés, différentes mèches. Je fais des colliers avec ça, ça en est un morceau de... C'est ça, je travaille juste ça avec ça, juste ces outils-là.
j'ai fait des recherches sur l'esturgeon, différentes bibliothèques un peu partout, là, puis ça marquait là-dedans que l'écaille d'esturgeon était de la même consistance que de l'ivoire. Mais il ne parlait pas qu'il y avait une étude qui avait été faite là-dessus, sur l'analyse de l'écaille d'esturgeon comparée à l'ivoire. Ça fait que moi, je suis allé à l'Université Laval en 2002, puis j'ai fait faire l'analyse de l'écaille d'esturgeon, là. Puis eux autres, on a comparé ça à l'ivoire de morse. Puis ils sont arrivés à la conclusion, je l'ai en dossier, là, ils sont arrivés à la conclusion, en fin de compte, que l'écaille d'esturgeon, c'était de l'ivoire comparable à celle de l'ivoire de morse. En fin de compte, c'est une sorte d'esturgeon. C'est la question de l'écaille, en fin de compte, où pourquoi on appelle ça de l'ivoire, c'est que la structure cristalline de la matière fait que plus c'est dense, plus les cristaux sont denses, plus c'est proche de l'ivoire. Parce que ça, en fin de compte, de l'ivoire, c'est comme de l'os. Mais en fin de compte, ça, c'est plus proche de l'ivoire que de l'os à cause de la structure cristalline qui est là-dedans. C'est qu'à partir de là, on peut appeler ça de l'ivoire. La même structure. Ça se rapprochait plus, en fin de compte, plus la densité cristalline c'est dense, plus c'est proche de l'ivoire. Puis eux autres, ils disaient que, étant donné que la structure était assez dense, ça pouvait être appelé de l'ivoire. Okay. Mais ça a été dit. Il y a ceux qui ont fait l'analyse de l'écaille, les laboratoires là-bas, de microscope. Mais là, c'était un biologiste, je ne me rappelle pas du nom, qui lui a identifié vraiment, puis qui m'a écrit la lettre, en fin de compte, on peut appeler ça de l'ivoire. Puis lui, il avait peur que, justement, qu'il y ait du braconnage là-dessus à un moment donné, que les gens se mettent à capoter sur l'ivoire de Sturgeon, en fin de compte. Ce qui arrive avec le temps, c'est que ça, moi, j'en ramasse plus, il n'y a personne qui m'a remplacé. Puis moi, j'ai arrêté d'en ramasser, je voulais mettre sur le marché les écailles de Sturgeon. Puis j'ai eu des subventions, mais ils n'ont pas voulu que je porte ma subvention sur la mise en marché de l'écaille. Vu que moi, j'avais déjà développé une technique là, pour récupérer l'écaille, ben là, ça aurait été, j'aurais pu en vendre partout à travers le monde. C'est la récupération. Parce que, comme là, les pêcheurs, eux autres, moi, je ne le ramasse plus. Les autres, quand ils retournent au large, ils rejettent ça dans la mer. Ils rejettent ça dans le fleuve. Ça fait que, puis eux autres, c'est sûr qu'ils ne pêchent pas pour l'écaille, ils pêchent ça pour la chair. Fait que, mais par contre, c'est de valeur qu'ils rejettent ça à l'eau. Puis en fin de compte, au lieu de développer un marché mondial parce que ça aurait pu être OK, on récupère beaucoup d'écailles, puis on fait travailler du monde à Montmagny, puis on peut exporter, puis etc. T'sais. Puis là, ben là, c'est pas assez développé, mais encore là, c'est question de... je suis tout seul au monde à faire ça. Tout le gouvernement, partout dans tous les paliers, ils savent que je fais ça. Puis j'ai eu des subventions, etc. T'sais. Mais tu sais, personne n'est venu pour me baquer, pour me dire OK, on va faire ça à plus grande échelle. Parce que là, c'est jeté, c'est de valeur, c'est rejeté à l'eau, toutes les écailles. T'sais. Ils en rejettent peut-être 300 000 écailles par année qu'ils rejettent à l'eau. Parce qu'il y a 100 écailles par poisson, puis ils en pêchent 3 000. Fait qu'il y a à peu près comme 300 000 écailles par année qui sont rejetées à l'eau. Là, c'est ça qui est de valeur dans le sens. Puis ouais, ben là, je continue à en faire. Là, je pense que j'ai ma pension de vieillesse. Mais c'est pas trop pire. C'est comme si tu as plus survivre, parce que comme artisan, c'est bien dur. Il y a une couple d'artisans qui ont commencé. Il y en a à l'IDEC qui a commencé à m'imiter. Il y a un gars qui fait de la pyrogravure avec ça. J'ai un ami qui fait de la pyrogravure. J'ai pas... j'ai quelque chose de lui ici. Là. Justement, moi, il fait une petite publicité. C'est un de mes amis là, qui... en fin de compte, c'est un petit cadre. En fin de compte, c'était un écaille de Sturgeon. Puis il a été pyrogravé. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que lui, il développe ça. Des oiseaux comme ça en broche.
Tu as été le défricheur de l'ivoire de mer. Ouais, c'est moi qui ai trouvé l'initiateur du concept là, de créer des bijoux avec l'écaille de saujon. J'aimerais ça que ce soit reconnu. C'est comme une matière noble. Parce que tu sais, c'est c'est une matière noble, mais c'est pas reconnu. Tu sais. Comme beaucoup d'artisans au Québec aussi, là, qui sont pas reconnus non plus. Mais qu'au moins la matière soit reconnue. Comme moi, comme artisan, que je sois reconnu, c'est le fun. Mais que la matière soit reconnue. C'est sûr que ça crée de la concurrence, tu sais, parce que le marché, il n'est pas grand au Québec. Dans le fond, je suis content jusqu'à un certain point, tu sais, que je suis tout seul à continuer à faire ça. Parce que il n'y aurait pas de marché comme en Gaspésie pour 3-4 bijoutiers qui font la même chose. Vu que c'est de l'ivoire, aux douanes en France sont bien stricts là-dessus. Ils n'ont pas le droit, l'ivoire qui passe, ça n'a pas le droit de passer. Tu sais, moi, il y a des gars des douanes qui sont venus me voir, ça. Ah oui? Puis on dit, t'as pas le droit d'exporter ça en France, puis nulle part en dehors du Canada, parce que c'est de l'ivoire. Si j'exporte en France, ça me prend un papier de la douane que lui, l'acheteur là-bas, va m'acheter de l'ivoire de Sturgeon. Il faut qu'en même temps, j'envoie un papier à la même douane, comme de quoi moi j'envoie des écailles de Sturgeon au gars. Peut-être les prochains artisans, s'ils veulent faire ça, là, c'est compliqué. Hein, Tu des enfants. oui, des enfants, ils restent à Montréal. Ouais. Mais ils font pas ça. Non, ils font pas ça. Là. Non. Ou ça peut être des gens de par ici. Là, ah oui, aussi. c'est ça. C'est pas mal ça. C'est le fait de ne pas être reconnu. Là, comme matière. C'est ça qui est pas le fun. Là, c'est comme si tu ouvrais un minerai rare. Puis tu arrives avec ton minerai qui est rare. Tu es tout seul au monde avec un minerai de même. Mais là, tu dis, ah, c'est fait au Québec. Ah, ça vient de Montmagny. C'est pas bon. C'est à peu près la même chose. C'est l'équivalent. Dans le fond, c'est comme un. C'est vraiment une matière tellement noble, en fin de compte, puis pas reconnue. Mais c'est ça. Ça vient pas de. C'est pour ça que je fais le reportage. Ouais, bon, c'est ça. Alors, on va dire, pour terminer, on va dire à la grâce de Dieu. Ah, OK. All right.